au départ, l'Église catholique a été très longtemps, non pas hostile, mais indifférente au cinéma, qu'elle considérait comme quelque chose de mystérieux. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc sous l'influence de différentes personnalités, et en particulier de Pie XII, il y a eu une volonté de modernisation et d'ouverture et de récupération du cinéma. Donc, et en plus, ça correspond à une période qui est une des grandes périodes de l'histoire du cinéma, c'est le néoréalisme italien, dont la plupart des auteurs sont catholiques, sinon catholiques pratiquants, Rossellini, donc De Sica, Fellini plus tard, et mettent en avant une morale de solidarité, de fraternité qui est extrêmement proche du christianisme, qui a ses racines dans le christianisme. Donc pendant très longtemps, il y a un âge d'or et un moment de bonheur entre les catholiques et le cinéma, et c'était pas laissé au hasard, c'était organisé. Donc il y avait au Vatican un ecclésiastique, je crois que c'était un monseigneur, donc, et qui en plus était belge, qui était un flamand, monseigneur Mormion, qui s'occupait de le cinéma et les chrétiens. Et je crois que la création d'Amis du film, je n'imagine qu'elle n'a pas été décidée par l'archevêque, mais enfin qu'elle répond à un mouvement donc, qui se fait dans ce but-là. Amis du film, c'est quelque chose qui était recommandé dans le collège des Jésuites où j'étais élève. Bon, comme j'étais un peu désobéissant déjà, je ne me suis pas abonné, je ne l'ai pas lu, mais ça me passait entre les mains. Et c'était quelque chose qui, effectivement, défendait le bon cinéma contre, je ne sais pas ce qu'était le mauvais cinéma, mais enfin voilà. Donc, le bon étant deux choses à la fois, il devait être moral, donc chrétien, et en plus, il devait être de qualité, vraisemblablement. C'est ce que pourront dire tous les gens comme Théodore Louis qui ont participé à cette première version des Amis du film. Les copains et moi, on allait voir dans le fond des églises donc l'affichette hebdomadaire sur papier vert donc de la Côte de Cypre, où tout était divisé. Et il y avait 5 catégories, les films pour tous, les films pour adultes et grands adolescents. On ne savait pas à partir de quelle taille on était un grand adolescent. Alors, les films pour adultes avec réserve, donc catégorie numéro 4, net réserve, et catégorie numéro 5, à proscrire. Alors, à proscrire, ça nous échappait un peu parce que probablement il fallait avoir plus de 16 ans, ce que moi en tout cas je n'avais pas. Mais évidemment, l'usage était de lire la Côte de Cypre à l'envers, et alors on voyait, ah oui, ça c'est bien, et puis on passait dans la catégorie net réserve, et bon, un film adulte réserve devait être plus intéressant qu'un film pour tous qu'on imaginait, qu'on soupçonnait d'être, si c'était pas un... envoyait voir tous les films, ben, ces critiques ont été pris au piège et ont vu beaucoup de films, ont acquis une connaissance du cinéma extraordinaire et ils ont développé un sens critique, un sens de l'éthique, un sens de l'esthétique qui, au fond, a été positif. Toute cette politique de l'Église pour le cinéma, en faveur du cinéma, finalement, a engendré des ciné-clubs d'une réputation et d'une qualité fantastique, a engendré certaines salles d'art et essai, comme la Rambert, et finalement a engendré une école de cinéma, donc l'IAD. La Libre Belgique avait dès le début une position morale, disons, nette. Je l'ai ressenti, mais disons que, étant catholique moi-même, ça ne m'a pas frappé de manière outrancière. Et il y avait tout de même ce que j'ai fort apprécié dans la Libre, et je dirais dès le début, à une autre époque, compte tenu de l'époque évidemment des années 50, c'est que on était assez libre. Le journal portait bien son nom. Une fois que j'avais ma rubrique en main, compte tenu bien sûr du facteur moral qui a son importance et que je partageais, on nous laissait tranquilles. Et disons aussi, il y a pas mal de cinéphiles qui aimaient cette rubrique déjà au début de la Libération, quand je n'y étais pas encore, je n'y étais qu'à partir de 50, c'est que vraiment il y avait un cinéphile. Mon prédécesseur s'appelait Roger Stangel. C'était un mélomane. Aussi, il avait déjà la rubrique avant la guerre. Hein, je ne sais pas de dire
pas dire quand, mais disons, il aimait les films de qualité. Et ce n'était pas une chose tellement fréquente dans les quotidiens à cette époque. Alors, on m'a toujours laissé tranquille à la libre, j'avais toute la place que je voulais, je restais dans la ligne du journal, et ce sont des années dont je me souviens avec plaisir. Et la première chose que j'ai envie de dire quand il s'agit de parler des critiques de la Libre Belgique, c'est d'abord que ce qui était frappant par rapport à tous les autres journaux belges, donc francophones, c'était sa qualité exceptionnelle. C'était aussi son anonymat. Quand on lisait des papiers de la Libre Belgique, donc il y avait tous les films qui sortaient. À ce moment-là, je crois que c'était le vendredi, puis ça a été le jeudi, aujourd'hui c'est le mercredi. Donc on voyait des analyses, des recensions et parfois un article de réflexion dans une période où il y avait moins de films, alors que dans d'autres quotidiens, donc il y avait la signature du critique sous chaque film. Petit à petit, après, plus tard, quand je suis venu à Bruxelles, donc j'ai appris que les collaborateurs de la Libre Belgique, c'était à ce moment-là Blondel, Cavens, Théodore Louis. Sur la Libre Belgique, avec la critique de Théodore Louis. Et alors à ce moment-là, on a senti dans les années 50-58 qu'il y avait une espèce de force qui voulait faire éclater la tradition. Et si on parle plus de la nouvelle, si on a davantage parlé de la nouvelle vague française que d'autres nouvelles vagues qui parallèlement évoluaient également, comme le free cinéma en Grande-Bretagne. En Pologne, il y a eu aussi, disons, une révolution esthétique et d'autres, où on a commencé à avoir des critiques qui faisaient des films. Malgré tout, c'est en France qu'on a le plus senti avec Godard, avec Truffaut. Notamment, on a plus senti le besoin d'ouvrir les portes et de ne pas tenir compte, disons, des ukases. Il y avait un peu un rapport entre une nouvelle technique. On rejetait les vedettes dans les années 60. Enfin, disons que les premiers pionniers de cette nouvelle vague, on rejetait les vedettes, on faisait des films bon marché. C'était dans le domaine économique comme dans le domaine technologique, il y avait un effort pour essayer de s'exprimer. Je sentais qu'on était à une époque de transition, tant sur le plan technique qu'économique, et sur le plan éthique aussi.
Radio Ciné, une émission d'Henri Rohan et Gérard Vallet, avec la collaboration technique de Régis Lombard. Il y avait une émission à la radio que j'admirais beaucoup, qui s'appelait L'amour du cinéma, qui était diffusée tous les samedis après le journal parlé de 13h, ce qui, à l'époque, était une très, très grande heure d'écoute. La concurrence de la télé n'était pas ce qu'elle était, si tant est que la télévision avait une réelle existence à l'époque. Et c'était une émission réalisée par Dimitri Balachov et par sa compagne Tania Balachova. C'est une émission remarquable. Il se fait qu'il y a eu un conflit entre Dimitri Balachov et Maurice Ancard. Maurice Ancard, notre grand directeur des programmes, et je dis ça sans ironie parce que Maurice Ancard, qui était, permets-moi de te le dire sans te vexer, était vraiment un calotin jésuitique extraordinaire. On fuit entre Dimitri et Maurice Ancard à propos du film Les Amants de Louis Malle. Énorme scandale à l'époque, ça fait rire aujourd'hui bien sûr. Et Dimitri a claqué la porte, et à ce moment-là, puisque je faisais partie de l'équipe, on s'est tourné vers moi en me disant « Est-ce que tu peux refaire une émission de ce genre-là » Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler d'une part avec Gérard Vallet, et il y a une troisième personne qui a fait partie de l'équipe, c'est Selim Sasson. On commençait comme c'était le cas à l'époque pour les séances de cinéma, on commençait par les actualités. Et les actualités, c'était bien sûr l'actualité cinématographique, les événements qui se déroulaient dans le milieu du cinéma à travers le monde. Il y avait la publicité à l'entracte, et la publicité à l'entracte, c'était en quelque sorte les bandes de lancement des films à venir. Il y avait un documentaire, le complément de choix, comme on disait autrefois, et ce complément de choix, alors c'était un dossier un peu plus approfondi sur un aspect du cinéma, et puis il y avait cette chose à l'époque horrible, enfin qui pouvait paraître horrible, un film raconté. Regardez. Il faut éloigner les enfants, sans perdre de temps. Je me souviens que j'étais tout gamin et que j'avais entendu, je crois que c'était Selim Sasson qui racontait Les Oiseaux d'Hitchcock. Je veux que vous sortiez aussi tranquillement que possible. Ne faites aucun bruit jusqu'à ce que je vous dise de courir. Alors, vous courrez aussi vite que vous pourrez. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, mademoiselle. Vas-y, John, tu montres l'exemple. Et j'étais seul dans une pièce face à la radio et j'avais une trouille bleue. Parce que je pense que ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas les images. Je crois que c'est Marc Moulin qui avait dit l'avantage de la radio, c'est qu'on n'est pas revenu à supprimer les images, c'était un peu ça. Donc ça veut dire qu'on fantasmait le film. Le carrousel aux images, c'était une invention, une création de Selim Sasson. Alors, Selim Sasson a fait beaucoup de choses à la RTBF. Il a fait des reportages pour le journal télévisé. Il a créé une émission sur les arts plastiques qui s'intitulait Le Monde des Formes. Mais c'est avec le carrousel aux images qu'il a acquis une énorme popularité et qu'il est véritablement devenu le monsieur cinéma de la RTB et de la Belgique tout entière. Alors, il serait impossible, dans une émission aussi brève que celle-ci, de résumer la carrière de Selim Sasson, de résumer tout son talent.
Mais nous avons eu envie de montrer combien, à une époque où les interviews étaient rares, il était capable de générer une complicité avec les vedettes, quel que soit le film en question. La preuve tout de suite par l'exemple avec Jean-Paul Belmondo. Candidat suivant, s'il vous plaît. Monsieur. Votre nom, monsieur. Mondo. Pardon? Belmondo. Ah. Je crois qu'il faudra changer ça de toute manière. Alors, hein. Oui, c'est pas très français. Ça ne sonne pas bien. Votre âge? 20 ans. Vous devez grandir très vite. Oui, très très vite. Bon. René, nous allons faire le test de photogénie. Monsieur Belmondo souriant. Souriez, monsieur. Bon, soucieux. Soucieux, je sais pas. Ah, soucieux. Soucieux. Méchant. Ça, c'est peut-être pas mal, hein, ceci. Hein. Je crois que je... Bon. Vous savez conduire une voiture? Ah oui. Oui? Oui. Oui, mais bien la conduire. Bien. Pas chipothèque, non, bien la conduire. Change les vitesses. Vous... Ouais. Enfin, on a des moniteurs. Oui. Vous faites du sport? Tous les sports. Vous avez quand même une préférence? Non, tous les sports. Tout la nage. Oui. La nage. Je vous demanderai bien si vous avez des notions de déclamation. Je suppose que vous allez me dire que vous êtes le Grand Prix du Conservatoire, alors. Exactement, un prix d'excellence. C'est ça, oui. À l'unanimité. Et qu'est-ce que vous avez demandé? Les prunes. Ah, pour jouer un rôle, je voudrais jouer un rôle ici. J'ai des lunettes aussi, je peux jouer les intellectuels. Je peux jouer autre chose que les sportifs. Mais... Oui, on n'insistons pas. Non, je préfère encore les sportifs. D'un genre, non? Non, je crois qu'il vaut mieux essayer du côté des sportifs. Oui. Eh bien, monsieur... Belmondo, oui. Je ne sais pas, vous savez, nous allons voir si nous pouvons faire quelque chose pour vous. Je crois qu'on tourne un film historique avec des grognards, etc. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Revenez nous voir d'ici une demi-heure, peut-être. Une demi-heure, j'attends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Suivant. Charmant. Mais Selim Sasson ne transformait pas forcément toutes les interviews en sketch. En réalité, il savait toujours trouver le ton adapté à l'atmosphère du film qu'il commentait. Il savait aussi varier ses présentations. Bonsoir. Eh bien, ça fait un effet étrange. Il y a 48 heures à peine, cette grande et vieille maison était pleine encore de meubles et d'objets curieux. Il y avait ici des techniciens, des décorateurs, des reporters aussi, venus des quatre coins de l'Europe, d'ailleurs des photographes, qui venaient assister au tournage du deuxième long métrage d'André Delvaux. Vous savez que André Delvaux est ce cinéaste belge qui s'est taillé une réputation internationale avec son homme au crâne rasé. Maintenant, il tourne un nouveau film qui a pour titre Un soir, un train, avec cette fois Anouk Aimée et Yves Montand. C'est très, très curieux, je n'avais jamais imaginé que l'on puisse consacrer une publication en Belgique au cinéma belge. Nous, on s'est appelé Revue belge du cinéma, et notre premier édito, c'était bien pour insister sur le fait que ce qu'on voulait, c'était défendre le fait que des Belges fassent le cinéma, qui se l'approprient et qui trouvent un moyen d'expression. Donc il fallait une revue. Quand on a une idéologie forte, en général, il faut une revue. J'avais considéré comme extraordinaire que Positif ait parlé un jour d'André Delvaux. Enfin, c'était comme si c'était une sorte de grâce qu'on avait fait de regarder au-delà de la frontière jusqu'à nous. Oui. Et c'est un peu idiot, et je l'avoue bien aujourd'hui. J'avais le sentiment qu'on ne pouvait pas publier un magazine qui aurait parlé de notre regard sur le cinéma. Quand on s'est créé très ULB. Donc il y avait Jogrin et moi qui... On était le ciné-club, et puis pour bien montrer, on avait pris 2 types qui venaient de Polytech, 2 qui venaient de sciences, et 2, enfin, etc. Puis pour montrer qu'on voulait le cinéma au sens large, on avait pris 2 types qui étaient à la Cambre aussi, et puis comme on aimait bien la critique, et que Marcel Croès, à l'époque, s'occupait d'une revue qui s'appelait Grava, je crois, qui était le situationnisme au cinéma, on l'a pris avec, et nous étions 9 pour commencer. Et je dois dire que, sans vous jeter... de fleurs, mais que
cette lecture a mis quelque part la graine dans ma tête de l'idée que peut-être un jour on pourrait y arriver. Puis après, la suite a fait que, avec Henri, avec Théodore Louis, j'ai croisé la route des amis du film et que j'ai eu l'occasion de développer par la suite un magazine Vision, au sein duquel a été développé un supplément Synergie. Donc vous voyez qu'il y a là une sorte de filiation. Et donc, à l'époque, au moins Marc Lombet, Jean-Marie Buget, puisqu'ils étaient à la Cambre, eux, on savait qu'ils allaient faire du cinéma, c'était clair. Et puis voilà, quoi. Je pense que Jean-Jacques Péché et Paul Krelstein, très très vite, ont pensé à la TV. Dès qu'ils ont terminé leurs études, ils étaient scientifiques tous les deux. L'idée de devenir prof tout le temps, c'était pas leur truc. Et très vite, ils ont rejoint la RTB. On avait une vraie conscience. On avait deux éléments qui étaient clairs pour nous. Un, c'était que le cinéma était véritablement l'art du XXe siècle. Ce qui est pas mal en 60. On avait l'impression qu'il y avait osmose parfaite entre le cinéma et le siècle. Ça, c'était pour nous une évidence. Et la deuxième chose, c'était qu'il fallait faire quelque chose pour qu'on travaille le cinéma en Belgique. Il fallait quelque chose de belge. La grande époque de la critique cinéma, ce sont les interviews, c'est par exemple la rencontre d'Hitchcock, de Truffaut avec Hitchcock, ce sont les livres de Michel Simon sur Kubrick, sur Francesco Rosi, sur John Borman, donc j'en oublie, et quantité d'autres, pas seulement à partir de la critique française, mais également aux États-Unis, quand Bogdanovich passe des journées et des journées avec John Ford pour analyser la totalité de ses films. Et il s'est produit quelque chose d'absolument horrible, c'est que cette politique des auteurs à base d'interviews qui était destinée à uniquement mieux connaître, mieux consacrer les grands réalisateurs, eh bien la promotion et la publicité, en partie à cause de gens comme Bertrand Tavernier, qui à ce moment-là est devenu attaché de presse et qui a vendu aux grands distributeurs parisiens l'idée de faire des dossiers de presse plus intelligents et plus approfondis que simplement le film raconté, et donc de donner à chaque fois l'interview du réalisateur et l'interview des différents participants au film, le directeur de la photographie, le scénariste, etc. Et cette grille, qui devait être une grille sélective, est devenue un truc applicable à tout le monde. Les studios louent un grand hôtel à New York, enfin louent et quelques suites dans un grand hôtel, et à tour de rôle, sans même devoir y aller avec un caméraman, chacun des journalistes défile. Il y a un temps limité de 7 minutes. Dans le meilleur des cas, la star face à vous prend un air gracieux, vous serre la main comme si c'était une surprise agréable de vous voir, comme si vous étiez l'unique, mais on veille bien à 7 ou 12 minutes, et forcément
n'ayant pas eu de contact préalable, faisant ça au pied levé, vous ne pouvez poser que les questions bateau, et autrement dit, tout le monde pose exactement les mêmes questions parce qu'il n'y a pas, on n'a pas eu le temps de sentir cette critique d'approfondissement, de référence, d'introduction historique et d'analyse, elle est récupérée, mais elle est récupérée pour un public relativement minoritaire. Elle a été reprise par l'université, qui est un monde qui auparavant ignorait superbement le cinéma. Il n'était même pas question, c'était au-delà du divertissement d'Ilott de Georges Duhamel. Eh bien, à partir de la fin des années 50, l'université a découvert le cinéma, donc l'ULB d'abord, où deux colloques successifs ont décidé que si il fallait qu'un cinéma belge puisse exister, eh bien, il fallait des écoles de cinéma. Et là, puisqu'on en a parlé tantôt, simplement les catholiques ont été plus rapides que les laïcs sur la balle, mais l'idée était partie de l'ULB et d'un colloque animé par Jean-Claude Batz et Raymond Ravard. Mais je pense aussi qu'il y a tout de même un phénomène économique qui joue. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une crise économique comme ça dans la presse. C'est-à-dire les plus grands journaux, quand on pense à un journal comme Le Monde, sont menacés, ne peuvent même pas payer convenablement le rédacteur. Alors comment vont-ils encore accorder des grandes chroniques, des longues chroniques, comme il y en avait dans les cahiers du cinéma, alors que le journal est sur le point de couler, et quand il ne coule pas, ça paraît presque un miracle. Je crois que là, c'est tout de même quelque chose, enfin. Alors il y a Internet, c'est-à-dire on n'a jamais vu une époque qui bougeait comme ça à tous les niveaux, et ça crée une certaine panique. Aujourd'hui, les ciné-clubs à la télévision servent à donner une deuxième chance à des films récents qui n'ont pas eu de retentissement et qui viennent de cinématographie plus minoritaire. Avant, il y avait des émissions de réflexion sur le cinéma, même sur les chaînes françaises, comme Cinéma ou Étoiles. Chez nous, il y avait, par exemple, Célim Sassoon a encore essayé un type d'émission comme ça avec Ciné en l'air, je crois que ça s'appelait. Ça a complètement disparu. Aujourd'hui, on est toujours un peu... c'est le dictat de l'actualité. C'est vraiment les sorties des films qui décident du contenu des émissions et un peu de leur forme, forcément. Et donc, effectivement, toujours avec cette relation de dépendance par rapport à la distribution qui fournit, évidemment, la matière première, les extraits de films, etc. Dans beaucoup de rédactions, je veux dire, on cherche, pour parler platement, ce qui fait vendre. Et c'est clair qu'une interview de star porte plus qu'une réflexion aussi nourrie, fondée soit-elle. Je crois que ça participe aussi de l'action des distributeurs qui, je pense, ont trouvé là un moyen commode de détourner le discours critique de son objet. Je veux dire, si effectivement on propose à des journalistes cinéma de rencontrer toute l'équipe d'un film, c'est clair que la couverture va se reporter plus sur un aspect périphérique, en tout cas par rapport à la valeur esthétique. Il reste, mais elles sont en train de prendre un aspect historique et elles ont besoin d'un financement qui correspond à du mécénat. Des revues qui ont une importance formidable dans l'après-guerre et jusque dans les années 80, comme les Cahiers du cinéma et comme Positif. Mais je veux dire, quand on apprend le tirage des Cahiers du cinéma et de Positif, on est sidéré de voir en quel point ça a fondu comme neige au soleil en quelques années. Donc il y a encore 4 ou 5 ans, Positif avait 1500 abonnés en Belgique. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 300. Je trouve que notre cinéma, quand je parle de notre cinéma, j'entends non seulement le cinéma de ce pays, mais le cinéma de toute l'Europe, eh bien, je le trouve très mal soutenu parce que volonté des directeurs des médias peut-être, mais aussi manque de combativité de beaucoup de critiques, c'est ce chant des sirènes du cinéma américain qui embobine c'est le cas de tout le monde et je le déplore. Je l'ai ressenti, mais disons que, étant catholique moi-même, ça ne m'a pas frappé de manière outrancière. Et il y avait 5 catégories, les films pour tous, les films pour adultes et grands adolescents. Je ne savais pas à partir de quelle taille on était. Georges, tu sais, moi
je dirais, de moins peindre. Bon, le cinéma, oui, mais je n'ai aucune pratique de la réalisation, de radio. Très, très curieux, je n'avais jamais imaginé que l'on puisse consacrer une publication en Belgique au cinéma belge. On s'est appelé Revue belge du cinéma, et notre premier édito, c'était bien pour insister sur le fait que ce qu'on voulait, c'était défendre le fait que des Belges fassent le cinéma